il est revenu. Il a fait sa petite campagne, il est revenu. C'est vrai, Jean-Luc Mélenchon? Il fait une pause dans sa petite campagne. Ah oui, il faut. Bonjour, hein. bonjour. Il a fait la campagne pour revenir dîner ici, Mais bien simplement. sûr, se recharger et repartir pour les C'était législatives. le seul moyen de me rendre intéressant à vos Mais yeux, évidemment. Jean-Luc Mélenchon, je vous en Bonjour. prie. Luana Belmondo est en cuisine et nous fait des bonnes pâtes curry bolognaise Oh là blanches. là là. C'est beau ça, hein? Oui, mais ça, surtout, c'est mon péché mignon, ça. S'en est passé des trucs depuis que vous êtes venu ici, vous? Bah, plus je le vois même ça, homme. oui. Ah oui, moi, oui, évidemment. Oh là là, vous êtes venu les bras chargés, comme à Alors, chaque fois. Ça... Vous avez dessiné, peint pour nous, comme la fois dernière? Non, je ne referai pas ça. Ça, Bah, c'était pourquoi exceptionnel. Vous avez vu, on s'en est pas trop vanté. Non. On l'a mis dans notre bibliothèque Alors, et on l'a fait ça, très c'est calmement. pour l'esprit, L'esprit, oui. Et je renonce pas à quoi? à vous attirer de mon côté. Le cri du peuple, les canons du 18 mars. Alors, le 18 mars, vous savez que c'est le plus beau meeting de ma campagne, c'est la Bastille. Merci, c'est le début, Luana. c'est le début de la Commune de Paris. Et Tardy, qui est un magnifique dessinateur, nous a fait ce cri du peuple. C'est le journal de Jules Vallée. beau, C'est le ouais. début de la Commune de Paris, qui a été un moment extraordinaire, parce que c'est vraiment les pauvres gens, les ouvriers, qui sont emparés de la situation. Et toute la branchouille de gauche de l'époque s'est sauvée en même temps que les réactionnaires, en les abandonnant. Ils sont bien débrouillés tout seuls, et ils ont été massacrés en masse, déportés, mais ils ont ouvert une porte qui ne s'est jamais refermée depuis dans l'histoire. C'est beau et je le regarderai avec beaucoup d'attention et apprendrai. Ça va vous plaire, j'en suis sûr, parce que d'abord, c'est bien raconté, c'est bien dessiné. C'est bien fait. Il y a une esthétique. Tardy, vous en voyez, général, qui est- on ne peut pas bon, être déçu. Hein. Voilà. Et en plus, il y en a un deuxième effet qui se coule. Alors, ça, c'est. On ne sait jamais, hein. Oui, quoi. Supposez qu'il y ait des petits à la maison, supposez. Oui, hein. supposons Alors, à ce que- moment-là, oui. ça pourrait servir. Ah, faites voir. Mais j'en ai profité pour glisser un petit compliment, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est, Attends, c'est vous, Mimi. tu vois. Il faut que j'ouvre. Attendez, Non, parce c'est que pas alors, moi, très, je suis. euh, Mais quoi, c'est pas mignon. d'une folle c'est- originalité. mais Oh, bon. c'est trop Oui, mimi. mais regarde ce qui est écrit dessus. Ma maman, c'est la plus belle. Ah. Il est pas fort, le Jean-Luc Et Mélenchon. voilà. hein. C'est comme ça qu'on réussit à faire des millions de voix. Eh ben, justement, on va en parler. Et Jean-Luc, vous sortez d'une campagne de près de 3 ans, en fait. Vous avez sillonné la France, couru les meetings. Il y a eu des déjeuners et des dîners, d'ailleurs, aussi, pendant toute cette période. Vous avez fait comment pour maintenir la ligne? Eh bien, Asseyez-vous. j'ai fait attention. Non, allez, c'est vrai? Fais attention. C'est pas le plus facile, hein, parce que quand on est en campagne, il y a un stress terrible. Ouais. Bon, je ne fume plus depuis 10 ans. D'habitude, autrefois, je calmais ça en fumant. Ouais. Et on a tendance à se rattraper, enfin, à trouver dans la nourriture le réconfort. Puis alors, les gens font toujours un effort. Partout où vous passez, il faut un effort pour vous amener les Ah, meilleures bien choses, sûr, les meilleurs trucs produits. du coin. Et c'est un crève-cœur de souvent dire dire non. non. Alors, nous, on est allé voir quand même Thomas Legrand et il nous a confirmé dans ce documentaire que vous allez Quoi, découvrir quoi quelque chose sur la gastronomie. Il vous concerne en regardant. Ah bon. Le problème, c'est de tenir le coup, avoir l'énergie, la santé, la vivacité d'esprit, parce que c'est pas tout de savoir, il faut que ça sorte au bon moment. Hein. C'est d'abord une épreuve physique. Et je sais très bien pourquoi Hollande a fait ce régime, parce que c'est les mêmes raisons pour lesquelles moi aussi j'en fais un depuis 3 ou 4 ans. C'est parce que plus vous êtes lourd, plus vous fatiguez. Et plus vous fatiguez, plus il faut dormir. Et vous n'avez pas le temps de dormir dans une campagne. Je suis en campagne depuis 3 ans, je peux vous dire que je ne dors pas beaucoup. Documentaire qui était passé sur Canal la semaine dernière. J'avais oublié, Mais j'ai c'est fait vrai. l'aveu. Mais c'est logique, hein. C'est logique. Il faut avoir la ligne. Il y a quoi. un poids, moi j'ai calculé lequel, je ne vous dirai pas lequel, mais il y a Ouais. un poids à partir duquel, avec 6 heures de sommeil, 6 heures et quart, ça va. C'est bien. Vous démarrez, eh bien. Et au-delà de ce poids, on passe direct à 7 heures, et voire 7h30. Ouais. Et C'est là, pour ça que Nicolas jamais Sarkozy le- il court. Peut-être. Mais bon, la course, c'est un peu plus compliqué. Hein, Non, mais j'ai pas promis C'est de dire trop ça. bizarre que vous reviendriez pas dessus, tiens. Même le sport qu'il fait, ça Non, vous mais saoule. parce qu'on m'a dit que quand Oui. on court, on prend l'habitude des endomorphines que ça crée. Ah on est, oui, on est comme un une peu sorte shooté, d'adrénaline. quoi. Ouais. Oui, c'est un peu... Voilà, bon, moi, j'ai rien dit. Hein, voilà. J'ai rien demandé. Hein. Je dis juste comme ça. Jean-Luc Mélenchon, notre invité, merci pour vos beaux cadeaux. On passe voir Jérémy et juste après, on est à table Alors, avec vous. Ça y est, ils sont Ah oui, Pas c'est trop, vrai. parce que Non, si pas jamais trop. ça venait à griller, ça peut-être que ça serait pas parfait. Ah, mais avec Je l'italienne, surveille, je vous ne pouvez bouge pas être pas déçu. des fois. Je vous installe à côté.
Alors, ça va? Ça va et vous? Oui, de quoi qu'on parle? On va reparler du buzz du jour, bien sûr, et on reparle de la passation de pouvoir hier que vous avez bien entendu suivi, j'imagine, Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Non, pas du tout. Pas du tout, ça vous intéressait pas, d'accord? Ben non, j'étais à Ouani sur le marché. Vous n'avez pas les images, il n'y a pas la télé. Vous avez pu Mais regarder. à Ouani sur le marché, Pas sur le non, j'ai marché, fait les 3 Patrick. bistrots du coin et discuté avec les gens. M'ont Si vous offert faites un les saucisson bistrots, de vous cheval, aurez- mon ami, vous verriez ça. Ça va être bon. Et puis des espèces de Vous avez pu regarder merguez le soir à la télévision, par et des exemple. merguez polonaises, je sais pas comment ça s'appelle. Et vous C'est pas les mal, avez ça. faites, les merguez, ou quoi? Ça se mange tout sec, comme c'était ça. pas mal aussi. Les gens m'ont offert ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah bah là, vous vous y comprenez allez, quoi, hein. faut faire attention. Bon, alors en 2 mots, il y a eu une passation de pouvoir à l'Élysée entre Nicolas Sarkozy qui était Sans président, blague. François Hollande qui a été élu. Voilà, bon, il monte les marches, il s'installe tranquillement, mais surtout, ce qui était beaucoup commenté dans les médias, c'est la météo qui n'était pas franchement de circonstance pour une belle journée pour François Hollande. Et les médias s'en sont donnés, mais à cœur joie. Ils ont dû bien rigoler dans les rédactions des journaux, par exemple. On pouvait lire ceci dans le Canard enchaîné qui titrait à peine intronisé, déjà mouillé, une arrivée sans impair pour François pas vu. Hollande. Dans Libération, on pouvait lire Hollande mouille sa chemise, voilà, au sens propre comme au figuré, ou encore dans La Voix du Nord, on pouvait lire douche forcée et bain de foule. Alors forcément, dans les journaux, tout le monde y est allé de son petit jeu de mots, et dans les radios aussi, dans les matinales, que ce soit sur Europe 1, RTL ou ailleurs, tout le monde s'en est donné à cœur joie, y compris Nicolas Canteloup, qui nous a offert un flash spécial présenté par PPDR. Premier voyage officiel, l'avion de François Hollande a été, vous le savez, frappé par la foudre hier, l'obligeant à regagner Paris. On vient donc d'apprendre par là même que Dieu était de droite. Avion encore, et puis toujours cette histoire d'avion donc de François Hollande frappé par la foudre. Il a ensuite dû rentrer sur Paris en urgence. C'est ce qui s'appelle un voyage éclair. Voilà, voyage en même éclair, temps, c'était difficile pas de mal, passer hein. à côté, et Il y forcément... avait- J'ai lu aussi sur un Twitter un flambi frappé par la foudre, c'est du caramel mou. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas Enfin, mal. Non, non, mais ça se franchement, défend. Alors forcément... Non, Jean-Luc, moi je répète ce que je lis. Ah bon, on terminera par le tweet de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il y en Ah a eu bon un justement à ce sujet. Alors c'est pas vous qui gérez votre compte Twitter peut-être. Enfin, en tout cas, il y a eu un tweet qui est Voilà, vu de il y a votre du compte. Non, lourd, mais rien Jean-Luc, de il y a pas du un truc sympa. Pas une vacherie. Et donc forcément, on parle de pluie, on parle d'éclair. Et sur Europe 1, il y a un spécialiste météo, Laurent Cabrol, mais avec la voix de Nicolas Canteloup. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit hier matin, Julie? J'avais recommandé, vous savez, mon fameux PPP, le parapluie par précaution. Très bien. Hier, cher président, il fallait se munir d'un Mais c'est quoi ça? C'est le parapluie par précaution pour pas prendre une putain de pluie pas prévue pour sa première journée de président de premier pas. Ah, c'est bon, c'est Voilà, bon, c'est Nicolas bon. Canteloup chaque matin sur Europe 1. Et sur Twitter, on y vient, on pouvait aussi lire des commentaires sur votre compte Jean-Luc Mélenchon, sur lequel on pouvait lire ceci. Tiens, François Hollande prend déjà la foudre d'escampette face à Merkel. Oh, c'était drôle. Oui, c'était drôle. Mais parce que vous passez, vous vous rendez pas compte, vous prenez tout à la blague. C'est un événement considérable qui s'est passé, La vous en foudre sur rendez l'avion même pas compte. Mais oui, écoutez-moi bien. Que la foudre tape un avion, c'est un fait statistiquement inouï, très faible. Oui, c'est ça, D'accord Marc. Sinon, il n'y aurait pas d'aviation. Bien sûr. Deuxièmement, que la foudre tape un avion dans lequel il y a le président de la République française, la probabilité est encore plus petite. Le jour de l'investiture. Attends, et que ce soit le jour de l'investiture, c'est à peine détectable. Bien sûr. Mais c'est ce qu'on s'est Attends, dit. donc Ouais. t'as un fait matériel évident. C'est une vraie foudre qui a frappé un vrai avion. Et ça n'a Il s'en sort. aucune... Exactement, aucune espèce de conséquence matérielle. Vous savez, C'est-à-dire qu'il ne se passe rien. Ni Attendez, l'avion est détruit. il paraît, parce qu'il y a eu pas mal de témoignages, Et il du paraît que c'est flipper. terrifiant. Ah ouais. Dans un avion, pour les passagers d'un avion, le C'est bruit horrible. provoqué par la Oui, foudre mais tombé sur attends, un avion, il paraît qu'on... Oui, mais Vous savez, on dit que- c'est quand Une même explosion. rien par rapport au fait de se prendre la foudre soi-même. Donc écoutez bien la suite. oui. J'ai réfléchi à ça, je me dis... Donc maintenant, il y a un fait qui ne peut pas se produire. C'est que le nouveau président montant dans un nouvel avion, il y a un nouveau coup de foudre qui tombe sur cet avion. Donc le conseil que je donne, si vous voulez prendre l'avion et que vous avez peur de la foudre, allez-y avec François Hollande, parce que c'est impossible que la Et foudre lui retombe dessus. C'est comme le roseau de La Fontaine. Tout le monde pense qu'il va casser. Et vous vous rappelez de la fable? Il plie toujours mais ne casse jamais. Oui, Magnifique. Et- mais ne rompt point. Ouais. Exactement. C'est le théorème de la loose, on appelle ça aussi. Bien, Vous allez pouvoir réagir, Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on vient d'apprendre la composition du nouveau gouvernement, si je ne m'abuse. C'est bon. Ça vient de C'est tomber. bien, non, mais Ça vous fait allez-y. rire Bon, mais pas du tout, mais écoutez, Jérémy qui le lance dans l'émission, moi j'ai envie de vous dire, mais non, allez-y, vous avez des noms. Oui, on Alors, a toute vite la fait. liste qui vient d'être Désolé, Jean-Luc, hein, donnée mais sur tant qu'à le faire. perron de l'Élysée, mais ça va intéresser Jean-Luc Oui, Mélenchon. oui, oui. D'abord, première chose, le retour de Laurent Fabius, numéro 2 du gouvernement au poste de ministre des Affaires étrangères. Pierre Moscovici,
prend l'économie, et donc Bercy. Michel Sapin, ministre du Travail. Vincent Payon à l'éducation, c'est pas une surprise non plus. Jérôme Cahuzac, ministre du Budget. On sait le rôle important qu'il a joué dans l'équipe Hollande sur le chiffrage du programme économique. Arnaud Montebourg, ministre de l'Industrie. Et puis, quelques visages jeunes, féminins et plutôt nouveaux. Cécile Duflot, c'est intéressant, ne prend pas l'écologie comme on le pensait, la secrétaire d'Europe Écologie Les Verts, mais le ministère de l'égalité des territoires et du logement. Et c'est Nicole Bricq, la sénatrice, qui prend le ministère de l'écologie. Aurélie Filippetti arrive à la culture et à la communication. Une surprise aussi à la justice, garde des Sceaux, Christiane Taubira, la députée de Guyane, radicale de gauche, donc qui devient ministre de la Justice, un poste très important. Et puis comme porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, qu'on avait reçu ici il y a quelques jours, nouveau visage, jeune visage du Parti socialiste, porte-parole du gouvernement et ministre de l'égalité des femmes. Pour l'égalité des femmes. Ah bah écoutez, vous l'avez en direct, au moins. No comment, j'ai quelques amis là quand même dans la liste. J'ai entendu tout à l'heure. Ben, j'ai des gens avec qui j'ai milité de très près. Il y avait Delphine Bateau qui est dans la liste. Il y a aussi Alain Vidalis qui est un formidable défenseur du droit social. C'est parce que j'ai pas entendu quelle était sa responsabilité. Député des Landes et qui devient, je ne sais pas, il a mis un secrétariat d'État ou un ministère. Ça va aider d'avoir 2-3 potes au gouvernement. Bon non, je crois que là, nos relations ne sont plus de cet ordre, mais il y a beaucoup de gens que, à titre personnel, j'estime beaucoup. Bon, politiquement, leur ligne ne me convient pas, hein. Ce sont des socialistes, on n'est pas sur la même position politique. Mais comme personne, je les connais et je sais qu'ils vont se donner à fond. Pour rien, mais ils vont se donner à fond. On a le temps de voir ça. De toute façon, Jean-Luc Mélenchon va se déplacer tranquillement à table. Venez, sur un jingle. Oh bah je vous en prie, juste ici, on écoute toujours un petit peu de son et on va écouter, si vous voulez bien. Non, non, c'est vous. Un duo français qui s'appelle Scotch and Sofa, d'ailleurs Patrick les connaît, s'appelle Par Petits Bouts. On a vu, Jean-Luc Mélenchon, beaucoup l'image du couple Sarkozy et l'image du couple François Hollande-Valérie Trierweiler s'échanger, entre guillemets, lors de la passation et de l'investiture de François Hollande. J'ai lu dans une interview que vous aviez accordée à Gala. Vous êtes bon quand même. Oui. Je suis candidat, c'est moi, pas ma compagne, mes proches et mon chien, moi. Si Jean-Luc Mélenchon avait été élu président, il aurait bien fallu que vous la montriez à votre première dame. Pas forcément. Pas forcément. Non, il n'y a pas de règle dans ce domaine. D'abord, on peut poser on va dire deux choses. La première, c'est que chacun, moi je ne fais pas la leçon aux autres, mais j'appartiens à cette tradition qui fait que la vie publique et la vie privée sont séparées. Non seulement parce que c'est mon goût personnel, et deuxièmement parce que c'est le goût de mes proches. Moi j'ai choisi cette vie, eux pas forcément. Ils ont déjà à en connaître du fait de ce que je vis. Ouais. Mais alors si en plus ils étaient astreints et obligés d'en supporter tous les autres inconvénients, c'est-à-dire la notoriété, les gens qui arrivent sans arrêt, les photos, des choses gentilles, hein. Ce serait insupportable pour eux, donc pas rester pour eux. Bien sûr, admettons que, à l'instar de Thomas Hollande ou de Jean Sarkozy, votre fille ait envie de faire de la politique et de vous supporter. Vous auriez fait quoi? Ma fille fait de la politique. Ouais. Mais le simple fait que j'ai dit une fois, ma fille n'a pas été impliquée, alors quelqu'un m'a dit, donc vous parlez de votre famille, donc on peut en parler. Donc je n'arrive même plus maintenant à dire un mot, je me méfie. Par contre, la deuxième chose que je voudrais dire, moi je suis féministe. Hein. Ouais. Donc... je juge avec beaucoup de... comment dire, j'essaye d'être utile dans mon propos, parce que c'est un rôle extraordinairement ingrat que celui de ces femmes, qui sont des femmes de notre temps, qui ont un métier, qui ont des centres d'intérêt... Vous parlez quoi, des femmes politiques? Non, des compagnes de présidents, des épouses, etc. Bon, je l'ai dit, je n'ai pas de mal à le rappeler, je l'ai dit lorsque c'était M. Sarkozy. Il se trouve que moi j'aime la musique de Carla Bruni. Oui, vous écoutez Carla Bruni, Sarkozy. Alors, aussitôt on a fait toute une histoire. Ben, non, c'est pas une histoire. Elle, c'est elle en tant que chanteuse, en tant que poète. Et lui, c'est l'homme public qu'on connaît. Je combats lui politiquement. J'ai pas de raison d'étendre ça à toute la famille. Vous achèterez son 4e album quand il sortira? Vraisemblablement. Et en ce qui concerne... Madame Trierweiler, je lui souhaite bonne chance parce que c'est difficile. On voit que c'est une personnalité forte, qui a des
des goûts, des envies personnelles. J'ai connu quelqu'un Vous l'avez comme ça. vous l'avez côtoyé comme journaliste. Hein. Oui, c'était pas spécialement agréable, mais je l'ai côtoyé. Mais c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Et pour exister, c'est Et j'ai connu, c'est oui. très difficile parce qu'elles sont enfermées dans un rôle. J'ai connu quelqu'un comme ça, qui était Daniel Mitterrand, qui était un personnage d'une extraordinaire flamboyance, hein, parce que cette force qu'elle avait. Donc c'est très très dur pour elle et il faut y penser au moment où nous allons tous, parce que nous aimons tout ça, faire des bruits et des rumeurs et jeter des pierres, parce que c'est un magnifique sujet de dîner en ville. Hein. Ah, évidemment, évidemment, ça va faire parler. Je voulais juste remercier Louana pour son bon petit plat et vous dire que tout à l'heure en live, nous aurons Chaka Ponk. Alors, de l'avis de tous, vous avez été la révélation de la campagne. 4e homme de l'élection, avec 11,1% des voix. Quand vous êtes lancé dans la bataille, on vous créditait d'à peine 5%. Est-ce qu'il y a une différence entre le Jean-Luc Mélenchon que j'avais invité avant cette campagne et le Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un homme différent? Par la force des choses. Mais quoi, gonflé à bloc, vous avez un peu le melon Parce que... Non, alors ça, le coup du melon, on en parlera après, parce que c'est très amusant ce que ça m'apprend sur les autres. C'est vrai? Mais oui, mais parce que les gens pensent que dans la vie, c'est normal, hein, que la notoriété, les lumières, c'est quelque chose d'absolument désirable. Ils ne savent pas quelle corvée c'est. Ils n'ont absolument aucune idée. Oui, mais quand vous lancez dans la politique, Jean-Luc Mélenchon, vous en doutez un peu. C'est plus que la notoriété, c'est la capacité de rassembler des foules telles qu'on n'en a pas vu quasiment dans d'autres meetings 120 000 personnes à la Bastille. de la présidentielle. Oui. Alors ça, d'accord, c'est enivrant. C'est quelque chose qui est forcément... Non, c'est pas... Mais ça dépend à un moment ou à un autre. Ça dépend comment chacun est fait. Hein. Vous, ça vous fait rien? Non, certainement pas. Ça me remplit d'émotions, de sentiments de responsabilité. Souvent, de manière un peu bébête, je ressens ça comme un honneur incroyable. Mais rappelez-vous qui je suis, moi. Même si j'ai mon âge, on n'efface jamais en soi l'enfant déraciné, le gamin qui était un bico à 11 ans parce que les autres ne savaient pas ce qu'était un bico, donc ils m'appelaient comme ça. Les miens, qui sont des gens humbles et simples, dont une bonne partie n'est plus là, puisque le temps a passé. Non, je suis souvent envahi par tout ça. Plus quelque chose qui tient à... Je sais pas, vous avez votre roman, vous, comme journaliste, vous avez vos modèles, je sais pas, à qui vous voulez ressembler ou dont vous inspirez, pas Arthur London, je sais pas quoi, Albert Camus. Et à qui vous pensez-vous? Moi, je suis rempli par l'histoire du mouvement ouvrier et du socialisme. Donc, dans tous ces moments, les gestes que vous voyez faire, par exemple, j'ai réexpliqué aux gens pourquoi on fermait le poing. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai réexpliqué l'histoire du drapeau rouge. Et je suis rempli de cette histoire. Là, en ce moment, je suis dans le cœur du mouvement ouvrier, le bassin minier, dans le Pas-de-Calais. Je ne sais pas comment vous raconter ça, mais je suis mais transporté par le fait d'être là et de me dire, peut-être qu'ils vont m'élire, peut-être pas, mais peu importe, c'est pas le sujet. Ouais. Le sujet, c'est cette forme de contact. Donc, tout ce que vous m'avez vu faire là, alors il y a un moment qui est magique, c'est pourquoi ça marche. Vous savez, comme moi, dans la vie, vous pouvez des fois faire tout bien, et puis ça marche pas. Et puis d'autres fois, vous faites comme ça, d'instinct, et ça se fait. Mais vous avez toujours eu ça dans le sang. Regardez cet archive qui date de 87. Vous parlez de votre passion pour la politique, encore et toujours. 87. La politique, c'est une affaire de passion, c'est une affaire de cœur. Eh bien, on peut convaincre. Et peut-être qu'il faut nous mettre à cette école. Il faut savoir parler à la fois le langage de la passion et parler le langage des solutions simples et concrètes. La passion de la politique. Le petit bouc, vous y reviendrez un jour ou pas? Non. Non. Je l'avais laissé pousser dans une histoire d'amour. Ah, c'est chou. Et je l'ai rasé dans une histoire d'amour. Elle vous a quitté, quoi. Vous non, êtes largué, quoi, en gros. Non, oui. Pas qu'une fois dans la vie. Mais non, c'est mieux, hein. C'est, comment dire, vous savez, les femmes marquent le corps des hommes, de leurs hommes. Ne dites pas le contraire. Ne dites pas le contraire. J'en sais rien, parce que ceux qu'on a laissés sur le bord de la route, on ne sait pas comment ils sont maintenant. Hein. Oui, ce que je veux dire. Vous savez pas combien de temps mais je me suis fait larguer aussi, vous inquiétez pas. Bon, mais c'est pas ça, je m'inquiète pas, je vous le souhaite pas. Ce que je veux dire, c'est que les femmes marquent le corps de leurs hommes. Soit parce qu'elles choisissent des habits, soit parce qu'elles leur interdisent certaines couleurs, soit parce qu'elles leur interdisent de se raser ou de se laisser pousser la barbe. Alors c'est intéressant puisque vous y allez sans nous parler de votre femme. Qu'est-ce qu'elle vous interdit et qu'est-ce qu'elle vous autorise à faire? Non, ça... Bah quoi? Il y a des cravates qu'elle aime pas, forcément. Non, la cravate, je m'excuse, c'est devenu un uniforme. Parce que j'étais fou de cette cravate, des cravates rouges.
pour des raisons aussi très symboliques. Parce que quand j'ai été élu, j'avais 30 ans, j'étais premier secrétaire de ma fédération. Ouais. Autant dire un gamin à l'époque pour les autres. Alors les anciens sont venus et ils n'avaient qu'une chose à me dire, le dimanche du vote, la cravate rouge, hein. Bon, très bien, ta cravate rouge. Donc depuis, je mets la cravate rouge. Vous l'avez toujours. Et non, alors donc, quand la campagne a commencé, je vais vous raconter la vie d'un homme. Vous levez, si vous ne le savez pas. Vous êtes rasé, déjà vous êtes rasé, il a raté la moitié de la figure, une fois sur deux, c'est mon En cas. rêvant d'être président, c'est beau. Non, autre chose, vous avez la tête ailleurs. Et alors vous prenez la chemise, bon alors suivant les saisons, la slim, on la met ou pas, parce qu'on est d'accord, légère ou moins. D'accord, on met ça, le costard, c'est facile, ils sont dans l'ordre. Bon, on les prend, et puis il faut mettre la cravate. Donc là commence un moment dans la vie d'un homme qui est très compliqué. C'est votre Laquelle femme? Oui. Laquelle? Comment on l'a sorti? Alors, moi, j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Oh, vous faites la collecte? Je sais pas, ça s'est passé comme ça. Ouais. Alors là, j'ai dit, écoutez, pour ma bonne santé dans la campagne, je vais mettre tout le temps la même, mais laquelle? J'ai mis une horreur, comme je me suis vu des fois. Après, je me vois à l'écran, je me dis, pourquoi j'ai été mettre un séparé? Donc, on a choisi à plusieurs le rouge, à cause de cette histoire-là. Et je me suis aperçu très vite que, curieusement, il n'y avait que moi qui avait une cravate rouge. Donc, au milieu d'une foule, on voyait que moi. Donc on s'est dit, banco, c'est le bon truc. Et donc j'ai gardé. Et maintenant, je ne peux plus l'enlever, parce que dans toutes les caricatures que vous voyez de moi, il y a la cravate rouge. Attention, jeune homme, j'étais dans la une du New York Times avec ma cravate rouge. S'il vous plaît. Vous portez le jogging à la maison quand même, Jean-Luc, ou pas? C'est quoi cette question? Non, bah quoi? Je sais pas. C'est une question, on a du mal à vous imaginer les hommes politiques à la journée. Non, plutôt le Sarawel que le Ah, c'est beau ça, en Sarouel. Non, j'en ai plus là, j'en ai eu un, mais attendez, il faut que je retourne vais en vous acheter un. expliquer. Parfois ici, je préfère parler de Sarouel que de politique, ça me va mieux. J'ai une question à vous poser, tant mais de moi, parole je fais oblige. ça par provocation, parce que je connais une bande d'imbéciles qui regardent l'émission et qui disent « Ah, tu vois, quand on t'avait dit que c'était l'ami des Arabes ». Ah, voyons, vous allez loin quand même. Ah bah non, je m'excuse, Si avec les Arabes qui portaient des joggings, on serait quand même un Mais peu moi, je emmerdés, suis non? sorti une fois dans mon jardin du temps où j'habitais Massy. J'avais ma gandoura, quoi, et puis mes babouches. Et ben on a dit, ah, ben tu vois, la preuve que c'est un arabe, il s'habille comme eux. J'ai trouvé ça tellement drôle que pour un coup, j'aurais bien été tous les jours dans le jardin pour me montrer comme ça. Ben avec oui, le nombre de l'intégration. jogging que j'ai, je dois avoir de bonnes origines, moi. Bon, merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. On va continuer à discuter, bien sûr, à 20h25, si vous le voulez bien. J'aurais quand même une question sur les législatives. Temps de parole oblige. En plus, on avait Marine Le Pen hier face à Patrick Cohen, qui nous a pas trop parlé de vous, d'ailleurs. Tiens. Dans un instant, Daniel Chic, non, sérieux, Daniel Chic sera avec nous, un live de Chaka Punk, quoi. Puis là, ça me fait bien marrer. Et on se retrouve sinon comment lui est pourri sa campagne. T'es sûr? Vous croyez que vous l'avez vraiment pourri sa campagne? C'est pas que je crois, j'en suis sûr. Allez, rejoignez-nous même pour 10 minutes, franchement, ça vaut le coup, c'est Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite. C'est à vous, vous reçoit aussi sur France5.fr. Bonsoir et de retour sur le plateau de C'est à vous la suite avec notre invité Jean-Luc Mélenchon qui se délecte du bon dessert de Louana Belmondo que va goûter Daniel Chic. Bienvenue. Bonsoir. Dans un instant. Bonsoir. Louana, c'est magnifique. C'est très simple, c'est bon, frais, c'est une soupe de fraises avec une réduction de Oui, c'est vraiment pas mal. Et une glace à la pomme verte. C'est fini le régime, Jean-Luc. Une pause, hein. Les législatives, c'est non, mais moins les marathon. cannellonis étaient excellents, Ah oui, mais les vous pâtes. avez trop fait attendre. Donc c'est pas de sa faute. Maintenant, c'est qu'on n'a pas. C'est vrai que dans cette émission, malheureusement, C'est on la faute n'avait du pas gouvernement. le temps. Ouais, c'est ça. On n'avait Non, pas le c'est temps de le manger. précédent. Maintenant, ça va changer maintenant. Du nouveau gouvernement. Maintenant, il n'y aura plus jamais de cannellonis qui ont trop attendu. Exact. On devait accueillir Chaka Punk dans un instant. On a un petit souci technique, donc on s'excuse auprès d'eux. On ne pourra pas faire de live aujourd'hui, mais c'est promis, ils reviendront la semaine prochaine ou la semaine d'après avec grand plaisir. En tout cas, Chaka Punk qui a déjà vendu plus de 120 000 exemplaires dans les bacs. Et d'ailleurs, tiens, j'avais quand même des petites fiches sympas. Oui, juste pour dire qu'ils seront sur des festivals tout au long de cet été, le 27 mai à Art Rock, le 23 juin à Solidays et en tournée à la rentrée à Paris le 9 novembre à l'Olympia notamment. Bref, festivals, j'ai dit quoi? Vous avez dit festival. Mais non. Ne l'écoutez pas. Ah voilà. Oui. Non, mais on va en reparler. Mais en fait, on a toujours une question pour l'invité qu'on fait en début de C'est à vous la suite. Et celle-ci, elle est pour vous, bien sûr, Jean-Luc. Hénin Beaumont, c'est par sens de l'humour, de la provocation ou par goût du combat? Vous allez sur les terres de Marine Le Pen, c'est ça quelque part? Mais déjà, ça colle pas. C'est pas les terres de Marine Le Pen. Elle fait 31%, sont des terres de gauche. C'est l'histoire du mouvement ouvrier qui s'est joué là-bas.
C'est là qu'on a eu les premiers délégués ouvriers, du personnel. C'est là que vous avez eu les premières conventions collectives. C'est là qu'il y a eu la grève patriotique en 1941. Ces gens étaient morts de courage. Hein. Bon, donc c'est pas les termes de Marine Le Pen. Elle est là-bas, elle est comme un kyste accroché à un endroit. Et on va essayer de l'en sortir, mais démocratiquement. C'est-à-dire en montrant qu'on est les plus nombreux, qu'on est la gauche sans complexe et sans casserole. Ce qui sera nouveau là-bas. Il fallait que je vous pose cette question, puisque, encore une fois... Oui, j'ai cherché une circonscription exemplaire, je suis obligé de le dire. Il fallait que je sois dans une circonscription où ce que je fais, c'est très risqué pour moi. Bon, au présidentiel, j'ai fait 15, elle a fait 31, et les socialistes 28. Donc on peut pas dire que j'arrive, je mets les pieds sous la table et bon... Et combien vous espérez de députés à l'Assemblée, Jean-Luc? Le Front de gauche, ouais. Ben moi j'aimerais bien qu'on en ait la moitié de l'Assemblée, quoi. Ça serait déjà pas mal pour commencer. Hein. Patrick et Manu sont dubitatifs. Oui, Jean-Luc. Mais écoutez, regardez mon petit camarade à qui vous auriez pas mis 1 euro dessus, le chef du parti Syriza en Grèce, c'est un homme de 38 ans, un ingénieur. Le gars, il faisait 4,5 à la précédente élection. Là, il vient de faire 18. On lui a confié de former le gouvernement. C'est un peu vous ce qui savez, est arrivé l'histoire, pour elle vous roule aussi, vite en ce moment. Bien sûr. Journalistes, c'est pas tous vos copains. J'ai lu qu'il y en avait certains qui étaient tricards, dont Christophe Barbier. Alors, je voudrais juste qu'on termine l'émission comme ça. On est allé voir Christophe Barbier. On lui a demandé un petit peu comment ça se passait. Hein, et j'aimerais avoir votre réponse. Je veux avoir là encore un peu de culture, parce que moi, je m'en fous de Barbier. C'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est que... Attendez, je peux dire quelque chose. Non, Jean-Luc, allez, regardez ce petit sonore, il l'a fait rien que pour vous, il est gentil. Je pense qu'il y a une forme de rhétorique, de logomachie chez Jean-Luc Mélenchon. Il a voulu mettre avec lui l'électorat populaire contre les élites. Et pour incarner les élites, il avait plusieurs figures possibles, dont la figure de la presse. Et il a jeté sa vindicte sur quelques journaux, dont l'Express, pour incarner cette élite que le peuple est censé rejeter. Moi, je pense que c'est une très mauvaise stratégie. Ça s'appelle du populisme. Je pense que ça ne marche pas, qu'à long terme, ce n'est jamais l'homme politique qui gagne contre les médias. Évidemment, c'est l'homme politique qui a besoin des médias. On va voir. Alors non, bon, il y en a 2-3 qui sont tricards. Le petit journal de Yann Barthès, on en parle même pas. Ça, c'est pas du journalisme. Mais là, je veux répondre à Barbier une chose. J'ai déjà entendu ce numéro, on traite les autres, la logomachie, tout ça. Moi, j'ai fait une chose. Quand tous ces gens-là ont commencé à me dire, vous êtes trop intellectuel. J'ai fait tous mes discours, il y a une dimension culturelle à mes discours. Et une fois, pour marquer le point, j'ai dit, écoutez, puisqu'on dit que je suis trop intellectuel pour vous, et bien maintenant, voilà ce que je vais faire. Dans un meeting, d'accord, il y a 9000 personnes, je vais vous lire une page de Victor Hugo. Et j'ai lu une page de Victor Hugo dans un silence absolu, pas parce que les gens étaient stupéfaits, mais parce qu'ils voulaient manifester leur connivence avec moi pour dire, nous, on aime ce qui est beau, et on vous emmerde. C'est marrant parce que vous citez quand même... Alors attends, et quant à lui, il a pas volé ce que j'ai dit, parce que qui aurait osé? Il a écrit, Monsieur Mélenchon, qui aime les mouvements de manche et de manche de pioche. C'est inacceptable. Qu'on dise que je suis co-responsable des 100 millions de morts du communisme. Le communisme n'a pas tué 100 millions de personnes, ce sont les comptes de Courtois. C'est insupportable. Mais lui, il a pour lui l'éditorial dont le titre est Comment en finir avec Mélenchon. Vous imaginez que j'ai fait, moi, sur mon blog, une note dont le titre serait Comment en finir avec Barbier. Barbier est un homme de droite qui glisse vers l'extrême droite, et il est dedans. Et Barbier peut se déguiser en ce qu'il veut. Je ne perds pas de vue. Patrick, il n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Non, mais Jean-Luc il a le droit de défendre son confrère. Non, c'est pas Barbier, c'est pas le petit journal, etc. qui sont en cause. C'est un ensemble. Vous avez une tendance qui s'est accentuée au fil de la campagne, Jean-Luc Mélenchon, à traiter tous ceux qui ont pu critiquer votre stratégie, vos discours ou tel excès, d'amis du Front National. Là, vous venez de le faire encore avec Christophe Barbier. Il dérive vers l'extrême droite. Non. Et le petit journal, ce sont pas des amis du Front National. Vous avez dit que le petit journal, c'était des amis du Front National. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Non, vous généralisez. Que vous puissiez critiquer la presse, tranquillement, c'est normal. On vous critique, vous pouvez nous critiquer. Mais ne dites pas à tous ceux qui vous critiquent que ce sont des amis de Marine Le Pen. Je dis ça à tout le monde. Vous, Monsieur Cohen, vous me critiquez et je ne me vient pas à l'esprit de vous traiter d'amis de Madame Le Pen. Je reconnais les arguments. Je suis un homme politique. Écoutez-moi, je sais reconnaître un argumentaire, une ligne argumentaire. Je les connais. Donc quand je la vois apparaître, je sais d'où elle sort. Voilà. Et vous ne pouvez pas m'empêcher de le dire. Venez, on va faire la photo finale. Contre moi. Vous pouvez répondre à Patrick en marchant, il n'y a pas de problème. Bon, alors on dire laisse le à dessert. Daniel, Voilà, Daniel, ils n'ont rien mangé, ces gens. Pourquoi ils se font servir?
C'est un peu... Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, c'est ça. Donc suivez demain Ozar Citoyen 3, parce que moi, Daniel Chic aura le plaisir de vous présenter un Ozar Citoyen 4. Merci Alessandra. Venez avec grand plaisir. Venez Jean-Luc, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Ouais. On se retrouve demain à 19h en direct pour la dernière avant que je vous abandonne pour ce qu'on appelle le congé maternité. Enfin, c'est les grandes vacances, quoi, en gros. Il faut prendre les congés de maternité. Mais bien sûr, je les prends. Demain, j'arrête. C'est à 3. Daniel, vous êtes prêts? Jean-Luc, merci. Attention. 1, 2, 3. Comme on va loin.